Imaginez vous trouver dans un couloir de pierre qui ne se termine jamais. Vous tournez à droite et il y a un autre couloir. Vous tournez à gauche et il y en a encore un. Les murs se répètent, les angles se replient sur eux-mêmes. Et après quelques minutes, vous réalisez quelque chose qui glace le sang. Vous ne savez plus d'où vous êtes venu. C'est l'image la plus ancienne de la peur que l'humanité ait jamais placée dans une histoire. Un lieu construit non pas pour abriter, mais pour emprisonner. Et au centre de ce lieu, selon la légende, attendait un monstre. L'histoire du labyrinthe et du Minotaure est racontée depuis plus de 3000 ans. Un roi puissant, une créature moitié homme et moitié taureau, et une construction si complexe que personne qui y entrait ne parvenait à en sortir. Pendant des siècles, presque tout le monde s'est accordé sur un point. Ce n'était qu'un mythe, une fable grecque, une belle métaphore, sans aucun ancrage dans la réalité. Jusqu'à ce que, au début du XXe siècle, un archéologue commence à creuser une colline sur l'île de Crète. Et ce qu'il trouva sous la terre était trop étrange pour être ignoré. Des couloirs qui se repliaient, des salles à l'intérieur de salles. Et, partout, le même symbole, répété comme une obsession. La question à laquelle cette vidéo va répondre est simple et dérangeante. Et si le labyrinthe n'avait jamais été qu'une légende? Et si, sous le sol de la Crète, existait encore le lieu réel qui a donné naissance au mythe le plus célèbre de l'Antiquité? Pour comprendre pourquoi cette question dérange tant de chercheurs, nous devons revenir à l'histoire originale, car ces détails sont plus précis que ne l'est habituellement une simple fable. La légende parle de Minos, un roi qui gouvernait la Crète avec un pouvoir qu'aucune autre cité n'osait défier. Pour punir la cité d'Athènes, il exigeait un tribut terrible. De temps à autre, 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles étaient envoyés sur l'île, non pas pour servir, non pas pour travailler, pour disparaître. Ils étaient jetés à l'intérieur d'une construction conçue par un architecte de génie nommé Dédale, une structure aux détours et passages si nombreux que la fuite était impossible. Et là-dedans vivait le Minotaure, la créature au corps d'homme et à tête de taureau. L'histoire ne change que lorsqu'apparaît un jeune homme nommé Thésée, qui s'offre à entrer dans le lieu et à affronter la créature. Avant de descendre, il reçoit d'une princesse de l'île un objet presque ridicule face à un si grand danger, une simple pelote de fil. L'idée est aussi fragile qu'ingénieuse. Thésée déroule le fil à mesure qu'il avance pour pouvoir refaire le chemin du retour. Gardez cette image en tête, car elle est le cœur de la légende. Un fil fin, tendu dans l'obscurité, comme l'unique différence entre revenir vivant et disparaître à jamais. Ce que presque personne ne remarque, c'est où cette histoire a été ancrée, non pas dans un royaume inventé, dans une île réelle. Et plus que cela, dans une île qui, bien avant la Grèce que nous connaissons, a abrité la première grande civilisation d'Europe. Il y a plus de 3500 ans, quand une bonne partie du continent vivait encore dans de simples villages, la Crète possédait déjà des palais à plusieurs étages, une écriture propre et des routes maritimes qui traversèrent la Méditerranée. C'était une civilisation si ancienne que, lorsque les Grecs commencèrent à raconter l'histoire du Minotaure, elle avait déjà disparu depuis des siècles. Il n'en restait que l'écho. Et c'est ici que le mystère commence à changer de forme, car un mythe naît habituellement de rien, mais celui-ci semble naître d'un souvenir. Au début du XXe siècle, un chercheur britannique arriva en Crète en suivant justement cet écho. Il soupçonnait que la légende cachait quelque chose de vrai et choisit de fouiller une colline basse près de la côte nord de l'île, en un lieu appelé Knossos. Ce qui sortit de terre n'était ni un simple temple, ni un palais ordinaire. C'était un complexe gigantesque. Plus de 1000 pièces reliées entre elles, réparties sur plusieurs étages, reliées par des escaliers, des couloirs étroits et des puits de lumière qui descendaient vers l'intérieur du bâtiment. Des entrepôts après des entrepôts, des salles qui s'ouvraient sur d'autres salles, des passages qui changeaient de direction sans prévenir.
Quiconque entrait là pour la première fois, sans guide, pouvait s'y perdre pendant des heures. Ce n'était pas une métaphore de labyrinthe, c'était dans les faits un labyrinthe de pierre, et les détails qui émergèrent du sol étaient impressionnants, même selon les standards d'aujourd'hui. Il y avait une salle avec un trône de pierre adossé au mur, considéré comme l'un des plus anciens sièges royaux connus en Europe. Il y avait d'énormes jarres en céramique, certaines presque de la hauteur d'une personne, alignées dans des entrepôts, qui conservaient de l'huile d'olive, des céréales et du vin pour toute une population. Il y avait des canalisations en argile encastrées dans les murs, un système de drainage et d'eau si avancé qu'il semblait déplacé dans le temps. Et il y avait de l'écriture. Cette civilisation consignait ses comptes et ses noms dans des signes qui lui étaient propres, un système qui, en grande partie, reste indéchiffré à ce jour. Autrement dit, nous avons sous les yeux les mots de ce peuple, et pourtant, nous ne parvenons pas à les lire. Mais il y avait quelque chose qui apparaissait avec plus de force que tout le reste. Un même animal, répété dans tout le palais, le taureau. Sur les murs, des peintures montraient de jeunes gens sautant par-dessus des taureaux en mouvement, dans un rituel dangereux qui mêlait courage et religion. Sur les remparts, d'énormes cornes de pierre s'élevaient tournées vers le ciel. Le taureau n'était pas un ornement. Il était le centre de la vie spirituelle de ce peuple. Le chercheur fut si convaincu d'avoir trouvé le monde derrière la légende qu'il donna un nouveau nom à ce peuple oublié. Il les appela les Minoans, en hommage au roi Minos lui-même de l'histoire. Et alors vint le détail le plus troublant de tous. Il ne se trouvait ni dans les cornes, ni dans les couloirs. Il se trouvait dans un mot. Répandu sur les murs, gravé dans la pierre, il y avait un symbole simple et constant. Une hache à double lame. Et dans la langue de cette région, cette hache portait un nom qui, selon plusieurs spécialistes, se trouve à la racine même du mot labyrinthe. Selon cette lecture, labyrinthe ne signifierait pas confusion de couloirs. Il signifierait, de façon presque littérale, la maison de la hache double. Le nom du lieu de la légende pourrait avoir été depuis le début le nom véritable de ce palais. Pour l'archéologue, l'affaire était close. Le labyrinthe était le palais de Knossos. Le Minotaure était le souvenir déformé du culte du taureau. Et toute la légende trouvait alors une explication élégante et rationnelle. Le problème, c'est que cette explication, aussi convaincante soit-elle, laisse une question importante en suspens. Knossos est impressionnant, mais ce n'est pas, au sens le plus pur du terme, un lieu dont il est impossible de s'échapper. C'est un palais complexe, plein de sorties, de cours et de fenêtres ouvertes. Une personne perdue là finirait, tôt ou tard, par trouver la lumière du dehors. La légende décrit autre chose. Elle décrit un lieu fermé, étouffant, dont on ne sort qu'avec un fil à la main pour marquer le chemin du retour. Cela ne correspond pas bien à un palais ensoleillé au bord de la mer. Et il y a plus. Pendant des siècles, la tradition populaire de la Crète elle-même ne désignait pas le palais quand elle parlait du véritable labyrinthe. Elle désignait un autre lieu, un lieu sous la terre. Il existe encore un détail linguistique qui rend tout cela plus intrigant. Le mot labyrinthe est plus ancien que la langue grecque elle-même. Il porte une terminaison que les spécialistes reconnaissent comme appartenant à une langue antérieure, parlée dans l'Égée avant l'arrivée des Grecs. Autrement dit, les Grecs n'ont pas inventé ce nom. Ils l'ont hérité. Et s'ils ont hérité le nom, il est très probable qu'ils aient hérité aussi le souvenir de quelque chose de réel que ce nom décrivait. La question alors cesse d'être de savoir si le labyrinthe a existé. Elle devient une autre, bien plus difficile. Quel lieu, exactement, les anciens avaient-ils à l'esprit? Aujourd'hui, les chercheurs travaillent avec plusieurs hypothèses principales, et le plus honnête est de dire qu'il n'existe pas encore de consensus sur celle qui est correcte. La première est la plus acceptée, est l'hypothèse du palais. Elle soutient que le labyrinthe de la légende est un souvenir transformé de Knossos lui-même, associé au culte du taureau. C'est l'explication la plus solide en termes de preuves archéologiques. Mais, comme nous venons de le voir, elle ne comble pas toutes les lacunes.
La deuxième possibilité est celle qui se rapproche le plus de la légende originale. Et elle emmène le mystère sous le sol. Dans le sud de la Crète, loin de Knossos, existe un lieu connu depuis très longtemps, simplement sous le nom de labyrinthe. Ce n'est pas un palais. C'est un réseau de tunnels creusés dans la roche avec des kilomètres de passages qui se croisent, se divisent et se replient sur eux-mêmes dans l'obscurité totale. Cela vaut la peine d'imaginer ce lieu avec calme, l'air immobile et froid, le plafond bas, des galeries qui s'ouvrent dans plusieurs directions à la fois, beaucoup se terminant en impasse. Sur les murs, au fil des siècles, des voyageurs ont gravé leur nom et leur date, et non par hasard. Beaucoup d'entre eux craignaient de ne pas retrouver la sortie et voulaient laisser une trace au cas où ils disparaîtraient. Pendant des générations, quiconque arrivait en Crète était conduit jusque-là et entendait toujours la même phrase. Voici le véritable labyrinthe du Minotaure. Contrairement au palais, ce lieu correspond à la description de la légende de façon presque parfaite. Il est fermé, il est souterrain. Et c'est, en effet, un lieu où une personne imprudente peut se perdre à jamais. Pendant longtemps, ces tunnels furent laissés de côté par l'archéologie officielle, éclipsés par la renommée de Knossos. Mais, plus récemment, un groupe de chercheurs, dont un géographe britannique, a décidé de rouvrir le débat et a défendu l'idée que ce lieu souterrain mérite d'être pris aussi au sérieux que le palais. La légende, après tout, parle d'un lieu d'où l'on ne s'échappe pas. Et c'est sous la terre, non pas au-dessus, que cette description se réalise véritablement. Il existe encore une troisième possibilité, plus discrète. Près de Knossos se trouve une grande grotte qui était elle aussi utilisée dans des rituels anciens, un espace profond et ramifié où les gens entraient pour des cérémonies religieuses. Certains chercheurs croient que des lieux comme celui-ci ont nourri, dans la mémoire collective, l'image d'un intérieur sombre et sacré dont on ne sortait pas facilement. Peut-être que la réponse n'est pas un lieu unique. Peut-être que la légende est la somme de plusieurs lieux. Le palais qui semblait infini, la grotte sacrée où l'on entrait pour les rituels, et les tunnels où il était possible de disparaître pour de vrai. 3 lieux réels, fondus au fil du temps en une seule histoire. Et c'est à propos de ces tunnels souterrains que surgit le détail le plus troublant de toute l'histoire. Un détail que presque personne ne mentionne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce système de passage dans le sud de la Crète fut utilisé comme dépôt de munitions. Pour protéger le lieu, des entrées furent bloquées et une partie des couloirs fut fermée à l'explosif. Le résultat, c'est que, jusqu'à aujourd'hui, des tronçons entiers de ce réseau demeurent scellés, obstrués et sans cartographie complète. Arrêtez-vous un instant sur cette idée. Il existe des passages dans ce labyrinthe où aucune personne vivante n'a marché. Personne ne sait avec certitude jusqu'où ils vont, ni ce qu'il en reste à l'intérieur. Le lieu que la légende décrivait comme impossible à traverser demeure, de façon littérale, partiellement fermé pour nous. C'est un schéma qui se répète dans d'autres grandes énigmes du monde antique. L'idée d'un passage qui existe, que l'on peut voir, mais qui reste fermé, gardant quelque chose que nous ne parvenons pas à atteindre. Le même type de mystère apparaît à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte, où d'étroits couloirs mènent à de petites portes de pierre qui ont résisté à toutes les tentatives d'ouverture, même avec la technologie moderne et des robots envoyés pour enquêter. Chaque fois que l'humanité rencontre l'une de ces portes fermées, la même question revient. Que se trouvait-il de l'autre côté? Que quelqu'un, un jour, a tant tenu à cacher? Dans le cas de la Crète, cette question prend un poids particulier. Car, derrière ces passages scellés, il n'y a pas de monstre. Mais il y a quelque chose peut-être de plus puissant. Le silence d'une civilisation entière qui a disparu et qui a emporté avec elle le sens véritable du lieu. Alors, finalement, le labyrinthe existe-t-il? La réponse honnête est que le monstre n'a jamais existé. Il n'y avait pas de créature à tête de taureau attendant dans l'obscurité. Cela appartient au monde du mythe. Mais le labyrinthe, contrairement à ce que l'on a cru pendant si longtemps,
n'a pas été inventé à partir de rien. Il est l'ombre de quelque chose de réel. L'ombre d'une civilisation oubliée, de son culte obsessionnel du taureau, d'un palais si vaste qu'il semblait ne pas avoir de fin, et de tunnels souterrains où il était possible de disparaître à jamais. Peut-être ne saurons-nous jamais lequel de ces lieux fut, en réalité, le labyrinthe de la légende. Et peut-être, cette incertitude est-elle la partie la plus fascinante de l'histoire. Car le mythe du Minotaure fonctionne au fond comme une porte entr'ouverte. De l'autre côté de celle-ci ne se trouve pas une bête, mais un monde perdu, dont ne nous parviennent que des fragments. Un nom ancien, un symbole répété dans la pierre, un fil tendu dans l'obscurité, un réseau de couloirs que nous n'avons pas fini de parcourir. Et il y a un dernier détail qui mérite d'être retenu. Le labyrinthe de Crète fut un monde creusé sous la surface, un lieu conçu pour être traversé sous la terre. Mais il n'est pas le seul. Dans d'autres parties du monde, des êtres humains n'ont pas seulement creusé des tunnels, ils ont creusé des villes entières sous le sol. Des villes à plusieurs étages, avec des puits de ventilation, des entrepôts, des temples et de la place pour des milliers de personnes, le tout caché sous terre. Et, tout comme dans le cas du labyrinthe, il existe encore une question à laquelle personne n'a répondu complètement. Qui a construit ces lieux et de quoi exactement ces gens essayaient-ils de se protéger? C'est à l'intérieur de ces villes souterraines que nous allons descendre dans la suite.